La vie est une danse. On veut y mettre du sens et une amélioration, comme quand on travaille à l'école, tu vas Mmh. mieux faire. Ouais, ouais, ouais. On veut donner du sens à sa vie. C'est mon destin, qu'est-ce que je veux faire? On danse. Quand je danse, je ne m'occupe pas de savoir combien de temps ça dure, ce que je fais ou pas. Je danse. Est-ce que on a peut-être besoin d'être le cancer du monde? On sera peut-être la sixième ou septième, je sais plus, sixième extension, et on en est peut-être le feu qui va la créer. Mhm. Mais est-ce que le volcan, quand ils ont explosé, ils se sont posé la question, nous, on est en train de détruire la planète. Bon, ils ont fait leur job, quoi. Il y a quand même, on est tellement petit. Pourquoi être autant prétentieux? Mais je crois que la base de tout, c'est où on se situe. Tant qu'on est à l'extérieur de la création, c'est-à-dire qu'on dit il y a la nature et nous, on ne peut pas bouger. On peut raconter des histoires diverses et variées, mais on restera toujours à l'extérieur de l'univers. Par contre, dès qu'on rentre, on est la nature. À ce moment-là, on est lié à tout. Et on se pose moins de questions parce qu'on sera plus dans la... Qu'est-ce que la vie me propose? Quelle sculpture elle me propose en moi? Mais aujourd'hui, quand on disait les mots tout à l'heure, ben, dès que je nomme quelque chose, je m'approprie ce que je nomme. Donc je crée mon territoire avec les mots, comme faisait Adam quand il était dans le jardin de l'Éden. Ouais, ouais, et je rebondis sur ce que tu dis parce que tu dis, on est tellement petit et effectivement, je crois qu'il y a vraiment ce besoin de l'homme de cesser d'être dans l'hubris. Les Grecs parlaient de ce Oui, concept, l'hubris, la démesure oui. et les tragédies grecques et puis ensuite toutes les mythologies, les contes nous mettent en garde avec des histoires, avec des symboles contre cet excès d'ego humain, de vouloir dominer la nature, de vouloir contrôler l'humain. On voit, enfin, par exemple, qu'il y a une tendance aujourd'hui, c'est le transhumanisme, quoi, en fait, hein, que l'humain, finalement, ça serait une machine biologique et qu'il faudrait absolument le façonner, le bricoler pour qu'il devienne une espèce de robot éternel, enfin, Immortel. immortel. Et je crois aussi que, enfin, moi, c'est une impression que j'ai, c'est qu'il faut faire attention avec l'écologie parce qu'il y a un discours qui instrumentalise la question écologique pour induire l'idée selon laquelle l'humain finalement serait un parasite sur cette planète, l'humain serait de trop, l'humain et moi je pense que il faut être attentif à ça parce que moi je suis très sensible aux questions écologiques, mais quand je vois des gens par exemple qui sont aussi préoccupés par l'écologie et qui tombent dans ce qu'on a appelé un peu l'éco-anxiété, c'est-à-dire que en fait ils tombent dans la peur parce que certes il y a des défis gigantesques en termes d'écologie, mais qu'à partir du moment où finalement y a une écologie un peu radicale, entre guillemets, qui tendrait à dire presque que l'humain serait de trop et qu'il faudrait arrêter de faire des enfants parce que les enfants, ça pollue, etc. Et moi, je crois que là, il y a un vrai danger de penser comme ça parce que, d'abord, on n'en sait rien. Si ça se trouve, on peut être 15 milliards sur la planète. Si on Ça s'organise changera rien. autrement, on pourrait très bien vivre quand même ensemble parce que c'est pas qu'une question de quantité. Il y a aussi, voilà, enfin, je pense au... Mais par définition, de Enfin, par l'humain au stade où il en est, il y a la notion de quantité qui émerge parce que tu ne peux pas, tu peux pas, tu vas avoir un impact supérieur à qui tu es. Mais en soi, tous les animaux en ont un. Je peux te raconter une histoire que j'ai vécue lors de mon premier Vipassana. Je sortais d'une session de méditation et bon, tu n'as rien à faire outre que observer. Et donc, du coup, j'observais ce qu'il y avait devant moi, la nature. Et il y a un petit arbre, ok, avec ses petites feuilles, et il y a un petit oiseau qui arrive sur cette petite branche. Et quand il est reparti, la petite branche s'est légèrement Remise. fissurée. Mm. Légèrement fissurée. Et je me suis dit, enfin, sur le moment, je ne me pensais pas trop, mais cette image m'avait marqué, on va dire, que il avait un impact. Mais un impact qui était peut-être proportionnel. Je ne sais pas si on peut mettre ça, tu vois, un oiseau, est-ce que casser une petite branche est proportionnel à sa vie? Mais nous, en fait, le problème d'aujourd'hui, c'est l'impact que l'on a n'est plus proportionnel et à qui l'on est en tant qu'espèce. On a, enfin, en même temps, on regarde, on achète des produits qui sont emballés, donc forcément, il y a des industries derrière. Enfin, on se les fait livrer, ça vient de loin. Les matériaux qu'on utilise, ils viennent de loin. Donc tout ça, ça fait en sorte que l'impact que l'on a, juste même si tu vis en mode très écolo, zéro déchet dans ton appart à Paris, par définition, tu as un bien sûr. impact supérieur à l'impact que tu pourrais avoir. Oui, mais en fait, ce dont on parle quand même, c'est l'histoire. Si je crée une histoire où l'homme devient... j'aimais bien cette histoire où les IAD, ils sont en train, l'intelligence artificielle est en train de se développer toute seule. Elle n'a même plus besoin d'un développeur. Mm. Et je ne sais plus qui c'est qui a dit, et oui, et à un moment, ils vont réaliser que
celui qui est vraiment destructeur de cette planète, c'est l'homme et qu'il faut l'éliminer. Bon, vraiment comprendre Exactement, ça. voilà, À nouveau, c'est une histoire. Et c'est une histoire qui donne l'idée que l'IA peut à un moment être supérieure à l'homme et devenir un ennemi. Ou celui qui va avoir l'ensemble. Mais cette idée qu'on est malfaisant, supposons. On prend le lierre. Quand le lierre arrive dans un arbre, au départ, il est une médecine. Quand il envahit complètement, il devient son poison. Combien de choses dans la vie commencent par la médecine et finissent par le poison. Donc on est dans le schéma de l'excès, le juste milieu. Comment, à quel moment, les choses vont ne plus être en harmonie avec mon environnement, mais dans le plaisir juste d'aller encore plus loin. On est dans le monde des experts parce que si j'ai une qualité, on va me mettre que dans cette qualité et je dois aller à fond et je vais en mourir. Parce que ce qui était au départ plaisant devient un calvaire après. Donc, dans ce monde aujourd'hui, on écrit des histoires qui font peur, mais on ne remet pas en cause la place de l'homme parce que même quand tu as dit le stade, tu vois, tu mets un stade. On n'a pas de stade. On est dans notre époque. Comment tu vis cette époque? Cette époque où on est toujours devant un écran et que cet écran nous envoie en même temps du jeu, le travail, les actus. Comment je fais pour savoir que c'est un terrain de guerre ou que c'est un terrain du cinéma? Je ne peux pas le savoir. Parce que c'est au même endroit que mon cerveau regarde. Et ça, c'est un problème, parce que comment je vais pouvoir prendre des décisions pour le réel d'aujourd'hui si ma vie est dans un écran et que tout est au même niveau, même ma sexualité, parce qu'elle est aussi à l'écran. Donc, il n'y a plus un domaine, l'école pour les enfants, plus un domaine qui n'a pas ce filtre qui nous coupe petit à petit de ces perceptions sensibles qui nous donnaient l'intuition du geste d'après et du futur qui venait. Aujourd'hui, il est écrit par les images. Mais justement, est-ce que, en fait, ce que tu décris est extrêmement juste et on peut le constater soi-même dans nos propres vies et nous-mêmes, même nous qui sommes conscients, qui réfléchissons sur ces problèmes, on a vite fait aussi de se laisser hypnotiser par ces écrans, donc c'est très difficile de s'extraire de ça. Je me dis que peut-être que, en fait, moi, il me semble que cette situation-là, maintenant qui s'est vraiment installée dans nos vies et qui va durer, ça c'est certain, cette situation va engendrer aussi, et engendre déjà beaucoup de souffrances physiques et psychologiques, la sédentarité, évidemment, devant l'écran, mais aussi, évidemment, tout ce qui concerne le lobe frontal du cerveau, l'impact biochimique, on va dire, de la machine sur le fonctionnement de notre cerveau, des glandes, la pituitaire, la pinéale, etc., sur nos yeux. Ça génère de la souffrance physique, ça génère de la souffrance morale parce qu'on n'est plus en lien avec la matière, en fait. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il y a un concept que je trouve intéressant, c'est un philosophe qui s'appelle Éric Sadin qui met en garde contre l'usage de ces nouvelles technologies, etc., contre le mauvais usage de l'intelligence artificielle. Il parle de duplication numérique du monde. C'est comme si on avait créé un corps numérique, comme si on avait dupliqué le réel sur écran et que finalement on allait se satisfaire de vivre des vies par procuration au travers d'un jeu, au travers c'est ce qu'il cherche à faire à travers les différentes lunettes. Voilà, exactement. Et donc, en réalité... moi, je me dis peut-être qu'il va falloir qu'on souffre collectivement encore de cette duplication numérique du monde jusqu'à ce qu'à un moment, de toute façon, on soit obligé de bouger. Mais en fait, justement, et le problème n'émergerait pas parce que les gens n'osent pas, entre guillemets, c'est pas le terme que j'emploierais, mais pour le reprendre, souffrir pour obtenir ce qu'ils veulent. Parce que ces réalités virtuelles, tu n'as pas besoin d'efforts. Donc potentiellement de souffrance physique, dépenser du temps, dépenser de l'énergie. Tu peux juste obtenir en un clic. Et donc, du coup, tu enlèves la notion d'effort et potentiellement de souffrance associée à travers les choix peut-être que tu as fait. Oui, mais ça ne te rend pas plus heureux et tu peux le constater. Et la souffrance, tu en as. Tu pleures dans un film. Des fois, des images de violence, elles te prennent à la gorge. Donc, tu en as. Mais elles ne peuvent pas te tuer. Et c'est là où, actuellement, je suis en train de finir mon 3e livre et qui s'appelle La prophétie de l'espoir. Et en fait, c'est quoi? C'est tout simplement, on prend le jardin de l'Éden. L'histoire de Adam, Ève, Dieu crée le monde et il crée le jardin de l'Éden. Et son fils, c'est Adam qui nomme le monde. Et puis pendant qu'il dort, il y a Ève qui arrive et elle sent le monde. Et quand elle le fusionne avec le monde, elle fait tomber dans la mort. D'accord? Si on prend ça et qu'au lieu de le dire au début, on le met à la fin, viendra le jour où l'homme aura créé l'immortalité et se prendra pour Dieu. Il créera Adam.
son avatar préféré, Mhm. qui a toutes les compétences et qui nomme le monde et le crée infiniment. Et il dormira dans ce monde jusqu'à ce qu'à un moment donné, pendant qu'il dort, il y a une côte, donc du dur, de la matière, Ève naît. Et Ève, prenant conscience du monde, découvre la mort. Parce qu'elle découvre la mort, la vie peut revenir. Et le mouvement avec. On est dans cette folie où on dit « Ah, on a acquis l'immortalité. Ah, on va avoir un personnage qui peut vivre un coup une histoire d'amour, un coup une guerre, un coup il est patron. On aura des vies à regarder. Et on aura des systèmes qui s'occupent de notre corps. Hein. De toute façon, les bons repas, on les fera à l'écran avec sensation. Donc pourquoi manger en vrai, hein. Autant prendre juste ce qu'on a Oui, besoin. » mais tout ça, en fait, ça va tellement contre des fondamentaux de la vie, que ce que je me dis, c'est que de toute façon, à un moment, et d'ailleurs, on l'observe déjà, il y a des groupes de gens qui s'organisent en étant décroissants, Oui, en refusant d'entrer dans ces systèmes techniques-là, justement en recréant autre chose, et ils sont largement plus heureux, souvent, en expérimentant d'autres manières de vivre beaucoup plus sobre. D'ailleurs, on voit le succès de Pierre Rabhi, c'est pas par hasard. Ça veut dire, il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à ça. Oui. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire c'est un truc d'occidentaux qui a déjà des moyens, etc. Parce que va dire Oui. à des gens qui sont en train de se développer dans des pays lointains de chez nous, sois sobre, ne consomme pas. Ça, on en a parlé un petit peu déjà. C'est vrai que là, il y a un vrai sujet là-dessus. Mais globalement, moi, j'ai beaucoup, quand même, à certains moments, notamment ces 3 dernières années, traversé des moments de sidération oui. en me disant aïe aïe aïe, là ça va très très mal, quoi. Et en fait, je me suis senti traversé par des émotions extrêmement négatives, et je me suis dit non, ça me rend pas heureux de regarder trop le malheur du monde constamment et de ruminer ces constats qui sont légitimes qu'on fait, hein, ces constats de oh là là, l'humanité est en train de se dessécher complètement. Mais surtout que de base. Attends, je termine juste là-dessus parce que donc, en fait, on est face à ça, c'est-à-dire qu'on est conscient, et on est de plus en plus nombreux à être conscient qu'il y a un vrai problème. Et après, qu'est-ce que ça génère? Ça génère un sentiment quelque part d'impuissance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ce sentiment-là peut nous mettre dans des états de dépression. Il y a d'ailleurs, on le voit bien, on est dans une époque qui respire pas la joie de vivre, quoi, dans nos sociétés. Et je pense qu'il y a un malaise qui n'arrive pas bien à s'exprimer, et qui est lié au fait que si on regarde la situation et qu'on ne voit pas d'horizon, qu'on n'a pas une lueur d'espoir à l'horizon, on peut même tomber dans une espèce de complaisance nihiliste et finalement finir par poser des affirmations du genre « ouais, mais finalement, si l'humain il disparaît, finalement, c'est peut-être pas si grave. Et puis après tout, on est peut-être des parasites. Et puis après tout, on mérite peut-être juste la destruction. » Et donc, en fait, je crois qu'il faut trouver un équilibre, c'est-à-dire qu'être vraiment lucide sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, comme on le fait là. Ce constat, il est important de le faire. Mais je crois que si on se limite à ce constat, on a vite fait de tomber dans une forme de pessimisme, de nihilisme. Et ça peut être aussi très dangereux parce que on a besoin de joie, on a besoin d'optimisme aussi pour créer et pour justement aussi se donner la chance de faire advenir autre chose dans ce monde. Parce que si on s'enferme dans une vision extrêmement sombre, de toute façon on est tous hypnotisés, on s'en sortira pas, etc., on va créer cet avenir-là justement. C'est-à-dire que tous les possibles existent et je crois, et on revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, le langage est créateur, et que si on pose des intentions et des mots qui nourrissent justement un avenir désirable, justement, où on n'est pas tous des humains robotisés, etc., on aura plus de chances de faire en sorte qu'un autre avenir soit possible. Tout est encore possible. On ne va pas forcément basculer dans la Troisième Guerre mondiale, comme certains essayent de... William, voilà, tu vois, où on ne va pas non plus forcément terminer dans un apocalypse oui, mais en fait, si je fais l'avocat du diable et que tu examines la pensée en inversé, pour simplifier, on disait que voilà, l'homme se croit plus puissant que la nature. Mais n'est-ce pas se sentir et se croire plus puissant que la nature, de penser qu'on a la capacité de changer ce que la nature a déjà mis en place? Là, le changement climatique. Il y a plein de gens qui pensent que justement, il faut faire ceci, décroître. Pablo, je ne sais plus comment il s'appelle. Pablo Servigne. Ouais. Voilà, les fourmis, machin. Ok. Mais c'est pas. J'envoie juste la pensée. N'est-ce pas aussi un délire de puissance de se croire qu'on a la capacité, nous humains, d'aller au-delà des changements que la nature met en place? Et après, n'oublie pas que une grande partie de ce monde a comme différentes religions où ils pensent
et on a déjà parlé de cette notion de libre arbitre, destin, etc. Mais de par le fait qu'il y a une grande idéologie dans ce monde de destin, il y a ce truc de ah ben les choses sont ainsi. Non, ce que je voulais dire juste très très rapidement, c'est que moi, en fait, je me suis mal Très rapidement, exprimé. c'est pas Non, mais sûr, je me hein. suis mal exprimé. Je vais le faire plus simple. C'est, il y a un constat à faire, on le fait. Mais si ce constat nous amène à nous enfermer dans une forme de fatalisme nihiliste, ça va pas nous rendre plus heureux. Et là, c'est clair que on va moins se donner la chance de faire autre chose. Et c'est pas du tout tomber dans un orgueil, etc., de dire nous humains, on va s'en sortir, etc. Non, non, il faut être lucide. Mais en même Mais, temps, qu'est-ce qu'on va nourrir comme vision mais désirable de l'avenir? C'est ça qu'il faut c'est mettre. là le problème de notre façon de penser, pour moi en tout cas, c'est qu'on pense comme si on était capable d'avoir une vision haute. C'est-à-dire, je pense l'humain. Non, je pense moi. Quand je dis l'homme est peut-être un poison pour la planète, je dis est-ce que moi je suis un poison pour la planète? Si je me ramène à moi, je sais tout de suite ce qu'il faut faire. Mais si j'ai peur de la fin du monde, mais bon, comme je dis souvent, la fin du monde, tu es aux chiottes, tu as le truc qui te tombe sur la tête. Toi, ce que tu as vu, c'est Un une truc qui pierre tombe juste seul. avant de Ouais. mourir. Je veux dire, pour pas rentrer dans ce schéma, il faut pouvoir rencontrer la lucidité dans laquelle on est, c'est-à-dire le conditionnement dans lequel on est, et réveiller la Ève. C'est-à-dire si je rêve, si j'éveille ma sensibilité, je vais créer des conditions pour que, comme sur une route goudronnée, on va voir un brin d'herbe pousser. Eh bien, je peux être ce brin d'herbe parce que j'ai marché ma parole à mon niveau. Je ne sais pas ce que fera le monde, mais je sais ce que moi je ferai. Je ne peux pas avoir peur de mourir, Ah je oui, vais absolument. mourir. Mmh. Mais la grande truc, c'est que quand je suis derrière un écran, j'ai l'impression que je suis Dieu. Je sais toujours comment on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait enlever, ceci, cela. Alors que si je reste dans ma peau, Mhm. petit à petit, j'ai ma tribu. Parce que tout d'un coup, je sais pas, c'est les poubelles de mon quartier, c'est ma rue, par exemple. Ma rue, est-ce que je prends soin dans ma rue, des gens qui sont dans ma rue, hein? On dit qu'il faut prendre soin des autres, d'accord? Ma rue, Ah oui, ça combien commence de là. gens je connais dans ma rue? Dès que je ramène à moi, le monde est à ma portée. Or, la pensée est souvent une pensée comme si j'étais le monde. Je suis le monde dans mon expression unique. Et là, tout à l'heure, on a dit quelque chose de la pensée pure, ce que tu disais. Oui, le danger de la Voilà. pureté, en fait. Et Ouais, ça, ouais. c'est pour moi le schéma du visionnaire qui regarde la neige. On regarde la neige, on a l'impression qu'on a un manteau unifié. Or, chaque flocon de neige est différent. Mais comme je ne suis pas allée voir que chaque flocon de neige est différent, comme chaque grain de sable, comme chaque grain d'herbe, je crois qu'il y a une unité d'expression. Et donc, je veux que tout le monde ressemble à l'unité d'expression de la neige. C'est de la folie. Ah oui, oui, complètement. Tu comprends? Mais c'est parce qu'il n'y a que cette vision d'en haut. Alors que dès que je vais en bas, je me rends compte que la particularité de tous, quand on le regarde plus haut, waouh, ça fait l'unité. Et c'est pour ça que retourner à soi, c'est rencontrer le monde, parce que toutes les parts que je vois autour de moi, même les gens que je n'aime pas ou les actes que je n'aime pas, je vais les retrouver chez moi, dans ma tribu. Et je suis capable, quand les conditions sont réunies, de faire exactement comme celui que je critique aujourd'hui.